Good morning, good afternoon, and good evening to Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous aux quatre coins du monde. Je m'appelle Franck Hugues et j'ai le privilège de modérer cette session Oikocredit et c'est un plus grand privilège encore de inaugurer cette deuxième session où il y a plus de 300 participants du monde entier. Bienvenue à toutes et à tous. Je préparais ce discours en ayant plein de faits. Oikocredit fait la promotion du développement durable et ce depuis plus de 50 ans. Et nous soutenons des organisations en Amérique latine, en Afrique, en Asie. On fournit des prêts, on renforce leurs capacités et ainsi de suite. On se concentre sur l'inclusion financière, sur d'autres points et on souhaite vraiment renforcer la résilience des communautés à faible revenu pour pouvoir surmonter les défis de santé et environnementaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter un point supplémentaire en vous montrant pourquoi j'adore travailler pour EcoCrédit. Imaginez que ce soit la pause du midi et que je suis des Pays-Bas. Donc, je mange un sandwich, bien évidemment avec du fromage. Et à côté de moi, il y a une collègue, Anita, qui est italienne. Donc, elle s'est préparée un très bon plat de pâtes. Et à côté, il y a Pratik, qui vient d'Asie, d'Inde. Et lui, il mange son curry. Et en face de moi, il y a Myriam, notre directrice qui est assise en face de nous. Et on débat sur EcoCrédit, pourquoi EcoCrédit est une superbe entreprise. En plus, on joue tous du tennis. Et après ce déjeuner, un partenaire se joint à nous. Ce partenaire nous montre l'impact que l'on fait sur lui, sa communauté, car ce partenaire peut fournir des habitations avec des panneaux photovoltaïques pour que ces communautés, really ces impactful. petites familles puissent vivre correctement. J'ai eu le privilège de travailler pour une entreprise. J'ai le privilège de travailler pour une entreprise où il y a différentes cultures, une entreprise diversifiée, mais en même temps, on partage les mêmes valeurs et la même passion. Et dans cet exemple-là que je vous ai donné, il y a notre directrice qui est très proche de nous et nous sommes également très proches de nos partenaires parce que nous pensons qu'on peut avoir un plus grand impact si l'on sait ce qui se passe sur le terrain. Et peut-être, et en fait, je ne devrais même pas dire peut-être, c'est sûrement le cas, c'est sûrement pour ça qu'on est là 50 ans après. Si vous souhaitez investir, créer un impact, changer la donne, eh bien, EcoCredit devrait être votre première option. Le mois dernier, j'ai eu la possibilité de rencontrer Elena Funk, qui vient d'Allemagne et c'est une collègue qui a beaucoup d'énergie et qui nous permet d'avoir plus de sensibilisation sur la justice sociale dans les pays du Nord. Et c'est une personne très professionnelle qui sait où elle va et j'ai l'opportunité de vous annoncer que ce sera la modératrice de l'événement d'aujourd'hui. Elena, maintenant, je te cède la parole. Merci beaucoup, Franck. Bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation, Franck. Comme Franck l'a déjà dit, on va parler d'énergie renouvelable, de projets d'Oikocredit, de partenaires. En fait, en 90 minutes, on va traverser les quatre coins du monde. Alors, avant de commencer, j'ai quelques règles, quelques instructions. Comme vous pouvez le voir, cet événement ne sera pas simplement en anglais, étant donné qu'il y a de l'interprétation. Si vous souhaitez entendre l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le globe et sélectionner la langue de votre choix.
Je sais que mon français et mon espagnol ne sont pas parfaits, mais si vous souhaitez changer la langue, cliquez sur le globe interprétation et choisissez la langue de votre choix. Oikocredit Life. Ici, on va parler de nos partenaires, de nos projets. On va répondre à vos questions. On va voir l'impact qu'ont les projets d'Oiko dans le monde. Et comme Franck l'a dit, c'est déjà notre deuxième événement, notre deuxième session. On a eu la possibilité de rencontrer des partenaires en ligne et je peux vous dire qu'il y aura une troisième session également. Cette série de webinaires est très intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus sur Oikocredit, si vous souhaitez savoir ce que fait Oikocredit et où votre argent pourrait aller. Ça vous permet de voir sur le terrain ce qu'il se passe, d'entendre les histoires des partenaires et voir quel impact nous avons. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le changement climatique et les projets que soutiennent Oikocredit pour justement inverser la tendance. À la fin de cette session, on vous demandera de remplir un formulaire d'évaluation étant donné que votre feedback est très important pour nous et ça nous permet d'améliorer les événements futurs. Franck a mentionné que beaucoup de personnes se sont inscrites à cette session et nous sommes ravis de voir un si grand nombre de personnes participer à cette session. Maintenant, vous allez voir un sondage apparaître. Nous souhaitons savoir d'où vous venez. Vous pouvez cliquer sur le pays où vous vous trouvez, que ce soit la Belgique, l'Espagne, la Suisse ou même d'autres pays. Peut-être que vous venez d'autres coins du monde. Je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour répondre. Maintenant, j'aimerais demander à mes collègues de nous montrer d'où viennent la plupart des participants. Alors, je vois que 45% viennent d'Allemagne, donc bienvenue. 11% d'Autriche, 6% de Belgique, 8% des Pays-Bas, 5% d'Espagne, 2% de Suisse et 23%, donc 30 personnes d'autres pays. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage et commençons ce voyage. J'ai l'impression d'être assise dans un avion et d'être votre pilote, votre commandant de bord. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi la possibilité de participer. En bas de votre écran, vous pouvez voir le bouton qui est questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions tout au long de l'événement. Et pendant la deuxième partie de l'événement, lorsqu'il y aura une discussion, eh bien, on répondra à ces questions. Sachez que moi et mes collègues, on pourra lire vos questions, mais les autres participants ne pourront pas les voir. Mais ne vous inquiétez pas, ces questions seront lues et on essaiera de répondre à chacune d'entre elles. Si à la fin, nous n'avons pas pu répondre à certaines questions, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les envoyer par email aux participants. Alors, qu'avons-nous à l'ordre du jour? Je vous ai dit que nous allions parler du changement climatique. Et déjà, c'est bien mieux d'être ici en ligne étant donné que nous réduisons notre empreinte carbone. Nous allons commencer par une présentation sur les activités en matière d'énergie renouvelable chez Oikocredit. Puis, nous passerons par le Pérou. Puis, nous aurons une discussion pendant lesquelles nous répondrons à vos questions. J'espère que vous êtes tous assis et que vous êtes prêts pour cette session. Le premier orateur sera James Stott. Il est manager chez Oikocredit et responsable des énergies renouvelables. Vous allez maintenant entendre sa
présentation. Sachez que James Todd vient des Royaumes-Unis. Il a plein d'énergie pour les énergies renouvelables, justement. Il habite maintenant aux Pays-Bas, l'un des pays européens à l'avant-garde en matière d'énergie renouvelable, et il travaille chez Oikocredit depuis déjà 7 ans. Il a commencé en tant qu'Investment Officer et maintenant il est manager du département énergie renouvelable. Il connaît très bien les Pays-Bas, mais également ce que les partenaires font et ce que Oikocredit fait dans d'autres pays. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, James, et nous avons hâte d'entendre ce que vous faites chez Oikocredit. Merci beaucoup pour cette présentation, Elena. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais vous présenter les activités d'Oikocredit en matière d'énergie renouvelable. Ça fait déjà 10 ans que l'on se concentre sur les énergies renouvelables dans différents pays. Notre portfolio se concentre surtout en Afrique. Nous avons également quelques projets en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique latine. On se concentre sur 3 points: l'accès à l'énergie, la réduction des émissions de CO2 et troisièmement, l'impact de nos investissements sur les communautés. Nous nous concentrons sur 5 secteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais passer en revue chacun de ces points, ne vous inquiétez pas. Alors, en haut à gauche, on a les systèmes de panneaux photovoltaïques. Ici, on essaye beaucoup plus de se concentrer sur le changement climatique. Ensuite, vous entendrez parler également de nos projets en matière de nouveaux fourneaux qui polluent moins. Ensuite, on essayait également de limiter la déforestation et l'utilisation du charbon. En haut à droite, vous avez CNI, Commercial and Industrial. Ici, vous pouvez voir des panneaux photovoltaïques sur un entrepôt. Le but, c'est d'avoir une énergie stable à long terme pour les petites et moyennes entreprises. Et ici, vous pouvez voir que c'est un projet qui se passe en Inde avec l'un de nos partenaires. En bas, vous pouvez voir d'autres panneaux photovoltaïques qui sont installés dans des communautés rurales qui permettent d'équiper ces communautés en énergie. Je crois que le projet est au Nigeria. Et en bas à gauche et en bas à droite, ce sont des solutions de immobilité. Donc, j'aimerais maintenant me concentrer un peu plus sur Burn, le projet Burn. Donc, j'ai rencontré la direction de Burn au Kenya, je crois en 2018-2019. Et depuis, on les aide pour faciliter leur expansion ainsi que pour d'autres points, d'autres projets. Mais bon, je n'ai pas envie de vous spoiler ce qui va suivre. Merci beaucoup. Merci, James. C'était déjà une bonne vue d'ensemble. Je vois déjà que des gens posent des questions. N'hésitez pas à les poser dans n'importe quelle langue, que ce soit en espagnol, en français, en allemand. Et maintenant, je vais vous présenter Chris McKinney. Chris, tu travailles chez Burn depuis déjà un moment. Tu adores les énergies renouvelables et j'aimerais en entendre plus. Que fait Burn au Kenya? Et peut-être que tu peux également nous expliquer pourquoi tu travailles chez Burn depuis aussi longtemps, je crois 10 ans maintenant. Merci beaucoup, Elena, pour cette présentation. Et merci à l'équipe OICO de nous avoir invités. On est vraiment ravis de participer et de expliquer qu'est-ce que Burn. Donc, comme Elena a dit, je m'appelle Chris, je suis Chief Commercial Officer et je travaille chez Burn depuis le début.
Je suis arrivée lorsqu'on était une toute petite entreprise avec de grandes ambitions. On souhaite, transformer la manière dont, on cuisine en Afrique, en ayant des solutions beaucoup plus vertes et propres et c'est vrai qu'on s'est rapidement répandu et on propose une technologie dont on est très fier et on peut avoir un impact sur l'environnement, mais également dans la vie des communautés, des populations et c'est ce qui nous rend très fiers. Burn a été, créé en 2013. Notre fondateur Peter Scott travaillait déjà depuis plusieurs décennies dans le secteur des cuisinières et il voyait en Afrique, la déforestation qui, prenait de plus en plus d'ampleur et il a commencé à se demander: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de préserver ces forêts en Afrique?» Et lorsqu'il est arrivé et en fait, pour répondre à cette question, il s'est dit: «Eh bien, il faut proposer des solutions à des milliers de personnes qui n'ont pas accès à des cuisinières propres et ça pourrait permettre d'avoir moins de déforestation, de préserver nos forêts». Alors, si on prend un peu de recul, il y a 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à, une cuisine propre. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ces gens, cuisent au-dessus d'un feu, donc 3 fois par jour, pour 3 repas par jour et généralement, ce sont les femmes et les jeunes filles qui cuisinent et qui passent près de 90 minutes par jour à, récolter du bois et puis ensuite plusieurs heures par jour à cuisiner au-dessus de ces, feux de bois. Donc vous pouvez imaginer que ça a un impact sur leur santé. L'OMS estime que 4 millions de personnes meurent prématurément, à cause de ces cu de ces feux de bois et ça a également un impact sur les moyens de subsistance de ces populations. Et par ailleurs, c'est coûteux également pour ces familles. Donc voilà, là, je vous ai un peu planté le décor de ce problème, mais en plus de ça, ça pose des problèmes environnementaux. Cuisiner, peut avoir un impact très négatif sur l'environnement. Est-ce qu'on peut revenir une diapositive? Je vous dirai diapositive suivante. Ah oui, votre, présentation est un peu différente de la mienne. Bon, on peut passer à la suite alors. Alors si vous regardez certaines solutions que Burn propose, alors on propose différentes, cuisinières. Ici, vous avez 2 exemples. Donc il y a par exemple, celle électrique et les autres et ces cuisinières visent à, ces plaques de cuisson visent à réduire l'utilisation de charbon et il y a également les cuisinières en bois amélioré. On a dépensé des milliers, des millions de dollars dans la recherche et le développement pour créer ça, donc c'est vraiment efficace et ce sont des, cuisinières qui peuvent durer vraiment à long terme, très longtemps. Lorsqu'on crée un produit, dès le début, on se demande comment créer un produit qui peut être durable, qui peut être efficace et si nos produits ne cochent pas toutes ces cases, eh bien, on ne lance même pas le produit. Ce qui est important pour nous, c'est que le produit puisse créer un impact, vrai qui permette donc de réduire l'utilisation de bois, réduire, l'utilisation de charbon et ainsi de suite. Ici, vous voyez, à droite, donc les plaques, électriques, on les a lancées, il y a pas très longtemps et on les répand dans différents pays et en fait, elles peuvent permettre de, réduire complètement l'utilisation d'arrêter complètement l'utilisation du bois et du charbon.
Bien évidemment, on dépend du réseau électrique pour que ça fonctionne, mais les réseaux électriques se répandent de plus en plus en Afrique et c'est ce qu'on essaye de faire. Ces solutions sont efficaces, elles ne polluent pas et en plus, elles sont très peu coûteuses pour les communautés. Voilà ici quelques-uns de nos produits. Ensuite, autre point à souligner, étant donné qu'on essaie vraiment d'avoir les meilleurs produits et étant donné qu'on pense que nos consommateurs doivent utiliser les meilleurs produits, eh bien, on propose des prix imbattables. On se tourne vers les crédits carbone pour pouvoir financer ces produits. À gauche, par exemple, on a pu réduire de 70 à 90% les prix de ces cuisinières grâce à ce système et ça a pu permettre donc d'en fournir plus. Voilà, donc ça, c'est déjà l'un des facteurs extrêmement importants. Diapositive. Yeah, so when we think about clean cooking as a climate issue in Quand on particular, pense à la cuisine propre, notamment en lien avec le changement climatique, on peut voir que près de 3% des émissions annuelles de CO2 sont causées par le brûlage du bois. Et contrairement à l'aviation, secteur sur lequel on se concentre énormément et pour lequel on essaye de trouver des solutions rapidement, eh bien, la cuisine ne jouit pas de cette attention. Près d'un tiers du bois collecté pour être utilisé en fait en tant que bois de brûlage n'est pas durable. Et outre tout cela, la cuisine est l'un des gros contributeurs au noir de carbone, qui est donc une substance qui est responsable d'énormément d'émissions. Ça vient principalement de la cuisine à feu ouvert. Et donc, la cuisine propre offre une solution efficace dans la réduction des émissions de noir de carbone. Donc, dans ce contexte, on voit bien qu'en plus d'être une question économique et de santé, il s'agit aussi d'une question environnementale. Mais malheureusement, pour le moment, on n'avance pas dans la bonne direction et on voit un nombre croissant de personnes qui utilisent ces anciennes méthodes de cuisine. Mais voilà, Burn est l'un des phares dans cet avenir un peu sombre. Diapositive suivante. Je vous ai expliqué, présenté certains de nos produits. Burn est une entreprise panafricaine. Nous sommes la première entreprise moderne de cuisinière en termes de recherche et développement, de production, de distribution, mais aussi pour ce qui est des ventes et du processus carbone. Et toutes ces fonctions sont reprises dans notre siège qui se trouve en Kenya. Et nos activités ont lieu principalement en Afrique. Et on a 8 pays supplémentaires dans lesquels nos équipes sont présentes. Et puis nous avons aussi 2 usines au Kenya qui produisent environ 250 000 cuisinières par mois. Et on aura bientôt une nouvelle usine qui ouvrira ses portes au Ghana et une autre au Nigeria. On a environ 25
à 1000 personnes. On a investi plus de 2 milliards de dollars dans la recherche, donc 2500 employés, pardon. Et on veut vraiment avoir l'impact le plus efficace possible. Diapositive suivante. Donc, si on prend la vue générale, depuis que l'on a ouvert nos portes il y a 10 ans, on a vendu près de 3,6 millions de cuisinières jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a augmenté ces chiffres, accéléré ces chiffres très rapidement, et on arrive vraiment à un record en termes de développement. Cela veut dire que l'on a pu éviter 8,1 millions de tonnes de bois de cuisson et on a pu réduire de 14,4 millions de tonnes nos émissions de CO2. Donc, c'est particulièrement important. Diapositive suivante. L'une des choses que j'adore avec Burn, c'est que on ne se limite pas uniquement à l'aspect environnemental. On a cet objectif de limiter la déforestation, mais la cuisine apporte tout un éventail de bénéfices quand c'est bien fait. Et d'ailleurs, j'en ai mentionné déjà quelques-uns précédemment. Donc à Burn, on a eu des tests randomisés indépendants. Ensuite, on a aussi publié des articles revus par les pairs au Kenya. Et cela permet aussi aux clients de gagner du temps, de gagner de l'argent. Il y a aussi évidemment les conséquences positives sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Voilà, ça, ce ne sont que quelques exemples que vous voyez aussi à l'écran. On voit donc en général des économies de 120 à 180 dollars américains par famille par an. 99% de nos clients qui nous disent que la sécurité dans leur cuisine a été améliorée. 98% qui affirment qu'il y a moins de fumée et une meilleure santé. Et 93% des clients qui affirment passer moins de temps à cuisiner. Diapositive suivante. Donc là, on se concentre plus sur les faits et les chiffres. Mais maintenant, je voulais vraiment que vous puissiez vous frotter à nos clients. Nos clients qui se trouvent donc dans le marché dans lequel nous opérons et ils voient en eux-mêmes de leurs propres yeux les conséquences positives de l'utilisation de nos produits. Et donc, on a cette dame qui utilisait avant un four à bois et qui dit qu'avant, elle utilisait près de 19 kilos de bois, donc il y avait beaucoup de fumée, ça créait de la suie sur les murs, alors que Ecoa Wood n'émet pas de fumée. Ça a permis de réduire l'irritation des yeux, la toux, et cela n'a presque rien coûté. C'est un très bon investissement. C'est très vite rentabilisé et depuis que j'ai acheté cette cuisinière, je me suis rendu compte que je cuisine pendant moins longtemps. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Donc voilà, ce sont ce type de témoignages qui, je pense, parlent d'eux-mêmes et qui expliquent notre succès. Donc on voit vraiment que nos clients apprécient d'utiliser nos cuisinières. Évidemment, c'est qu'ils ont raison. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris, de nous avoir ouvert une fenêtre sur le monde des cuisinières au Kenya. On voit que le marché se déploie et j'ai beaucoup apprécié d'avoir ce témoignage de cette dame. Merci beaucoup pour cela. Merci, on vous redonnera la parole un peu plus tard pour vous poser quelques questions. Ensuite, on va continuer notre voyage et on va aller au Pérou. Et je vois que Aldo Risco est prêt, donc il est au bureau régional d'Ecocrédit Pérou.
Cela fait 5 ans que vous occupez ce poste et vous m'avez dit que vous êtes responsable du Pérou, mais aussi de la Colombie, de l'Équateur et de la Bolivie. Et une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est que vous avez dit que 90% des projets concernent le café. Évidemment, le café est un produit important dans votre région et je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais partager quelques informations de CoCrédit en Amérique latine. Je suis ravie d'être ici avec l'un de nos meilleurs partenaires au Pérou, Norandino, qui nous expliquera un peu plus tard leur très bon travail sur le terrain en termes notamment d'atténuation du changement climatique. Alors, à droite, vous voyez les chiffres de CoCrédit. On voit que 46% du portefeuille se trouve en Amérique latine. En haut à gauche, vous voyez que 18% représente le secteur agricole. Et on voit que le financement s'élevait à 182,6 millions d'euros avec 128 partenaires à travers le monde, en Afrique et en Amérique latine principalement. Et plus de 500 000 paysans ont souhaité être nos partenaires. En général, on parle de 3 hectares d'exploitation par agriculteur. Donc, cela nous permet vraiment de comprendre l'impact social dans ce type de production. Et autre chiffre important à mentionner, c'est que 26% des agriculteurs sont en fait des agricultrices. Comme Elena l'a mentionné précédemment, notre portefeuille se concentre principalement sur le café. 90%, d'ailleurs un peu plus même de 90% de notre portefeuille concerne des projets de café. Parce qu'au Pérou, en Colombie, en Équateur, les coopératives et les associations qui s'occupent de certifications telles que la certification Fairtrade, Rainforest Alliance sont importants. Donc cela permet d'assurer une production durable, mais aussi ces coopératives reçoivent des primes et chaque année, ces coopératives peuvent investir à hauteur différente suivant les besoins au moment donné. Mais de manière générale, elles investissent dans les infrastructures notamment qui sont nécessaires. Autre information intéressante, nos partenaires agricoles payent les agriculteurs 13% de plus que la moyenne du marché. Ici, on voit notre score ESG, donc vraiment l'impact social. En 2022, on voit que 83% du portfolio a obtenu une note très bonne. Et l'an dernier, le score moyen était de 73%. Donc c'est très fort, c'est un très bon chiffre et ça a vraiment un impact pour les associations coopératives, notamment pour le café et le cacao. Je voulais aussi vous mentionner les défis qui existent dans cette région et aussi à l'international, à commencer par le changement climatique. Mes partenaires chez Norandino rentreront plus dans les détails de ce que cela veut dire, mais pour nous, l'eau, donc l'excès de pluie ou le manque de pluie, a vraiment un impact de taille sur notre production, sur le prix aussi, et tout cela change énormément.
Durant la dernière réunion que l'on a eue, on a dit que si un partenaire reçoit moins de 1 $ par livre, donc par 500 grammes, on peut les considérer comme vivant sous le seuil de pauvreté. Et tout, ou en tout cas une majorité des problèmes sociaux dans le champ, des problèmes sociaux, pardon, proviennent des champs. À droite, on voit tout ce que l'on fait avec nos partenaires au Pérou et dans la région des Andes. Donc, on a le renforcement des capacités, notamment pour le café et le cacao. On a pu échanger avec plus de 20 coopératives en Amérique latine l'an dernier et on essaye constamment de financer ce secteur, car en Amérique latine, les producteurs n'ont pas d'accès facile aux prêts, aux banques ou aux autres institutions financières. Donc, on essaye de leur offrir ces solutions de financement. On établit aussi des alliances stratégiques avec d'autres entreprises, des ONG. On travaille aussi avec une ONG des Pays-Bas, pas uniquement pour le renforcement des capacités, mais aussi pour ce qui est des outils que l'on utilise pour avoir une approbation rapide de microprêts. Voilà donc un résumé de notre portefeuille et je vais maintenant donner la parole à Norandino. Merci beaucoup, muchas gracias pour tous ces chiffres et ces faits de tout ce que Oiko Crédit fait au Pérou et dans les pays avoisinants. Et vous venez de le dire, on va continuer avec un autre partenaire, Norandino, qui est un partenaire depuis de nombreuses années. Et je suis ravie que Claudia Vasquez soit avec nous aujourd'hui. Elle est experte de la foresterie. Elle travaille sur la question du reboisement chez Norandino depuis 2 ans et elle travaille aussi dans les projets de sylviculture et d'agriculture, mais aussi dans les projets sociaux et environnementaux. Claudia, nous serions ravis que vous puissiez partager avec nous votre expérience et le lien avec le changement climatique. Merci beaucoup, Elena, et merci à Autocrédit de m'avoir invité à ce webinaire. C'est un plaisir de pouvoir partager certaines des activités que Norandino a organisées pour lutter contre le changement climatique. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Norandino. Nous sommes une coopérative agricole qui a plus de 20 ans d'expérience dans la promotion du développement d'une agriculture durable, mais aussi de produits biologiques et issus du commerce équitable. Aujourd'hui, nous comptons plus de 6000 petits producteurs que nous aidons dans la production et la commercialisation du café, de cacao, de panela, mais aussi de crédit carbone. Tout d'abord, il faut comprendre que les petits agriculteurs sont les plus durement touchés par le changement climatique. Donc, notre cheval de bataille, c'est de nous concentrer sur les conséquences du changement climatique et le dérèglement qui en découle. Par conséquent, aujourd'hui, l'environnement est plus propice à la présence de nuisibles, de maladies, ce qui nuit à la production de café et mène à une faible productivité. Et cette faible productivité peut être étendue à différentes cultures agricoles. Et évidemment, en raison de tout cela, les agriculteurs cherchent plus d'endroits où cultiver et donc cela mène à la déforestation. Mais on peut parler aussi de l'érosion des sols, de la perte de la biodiversité et un manque d'accès à l'eau. Face à tous ces problèmes, Norandino a commencé à développer des projets internationaux, notamment avec des coopératives internationales pour assurer la productivité des
exploitations agricoles, tout en assurant aussi la résilience face au changement climatique. Et donc, j'aimerais mentionner certains des projets sur lesquels le Randino travaille. Ici, il y a l'un de nos plus grands projets qui a commencé en 2010. Il vise à réduire le changement climatique et à s'y adapter, mais également à améliorer les conditions de vie des exploitants agricoles. Avec ce projet, on a permis d'aider plus de 540 exploitants agricoles dans les montagnes. On a fourni des revenus grâce à des activités forestières et grâce au Prima Fair Trade. Tout cela a permis de créer d'autres opportunités. Ça a ouvert la région à d'autres activités, dont les activités touristiques. De plus, ces producteurs participent souvent à des formations. Diapositive suivante. Grâce à l'aide de nos randinos, plus de 590 hectares ont pu être reforestés, où il y avait des espèces vraiment très importantes comme le Polylepis incana. Et on a également planté d'autres types d'arbres qui peuvent s'adapter aux montagnes. Et depuis 2017, nous avons été certifiés Fair Trade, donc commerce équitable. Maintenant, nous avons vendu plus de 40 000 crédits carbone Fair Trade. C'est l'équivalent de 253 000 $. Près de 50% de ces revenus des crédits carbone vont directement et indirectement aux petits producteurs. Norandino a été également impliqué dans des activités culturelles. Par ailleurs, on a également eu des formations, fourni également des équipements dans ces montagnes. Nous fournissons également une assistance technique et autres. Ici, vous pouvez voir quelques photos. Des photos où vous pouvez voir le travail fait par les hommes et les femmes du début jusqu'à la fin de ce processus. Ainsi, on essaie de créer des opportunités pour répandre notre projet de reforestation, surtout maintenant, étant donné que les gens s'intéressent vraiment au marché du carbone, donc des crédits carbone. Maintenant, on développe des projets de reforestation, mais également d'agro-tourisme et ainsi de suite. Alors, pour empêcher la malnutrition dans ces communautés rurales, nous avons un objectif de sécurité alimentaire. On aide plus de 350 agriculteurs en créant des jardins bio. Avec ce projet, nous améliorons la qualité de vie de nos membres, car ils peuvent consommer une nourriture saine, mais ça leur permet également de moins dépenser. Donc, 10% de leurs dépenses, auparavant, ils devaient dépenser 10% en plus pour s'alimenter. Ça donne une opportunité également aux jeunes. Ça leur fournit des compétences agricoles de base et ça leur permet également de participer à d'autres activités comme la pêche. Ici, vous pouvez voir notre travail dans ces jardins bio.
This is about our renovated Ici, agroecological center. c'est notre centre agroécologique afin de fournir des services de qualité et des produits à un coût abordable. À travers le cacao, par exemple, on souhaite avoir une meilleure production, plus résiliente, et ça peut permettre d'endiguer le changement climatique. Et d'un autre côté, vu que les engrais bio et leur prix augmentent, on essaye vraiment de faire de cette activité une activité principale pour justement endiguer ce problème également. Nous avons également ce qu'on appelle le biochar. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Si vous pouvez voir notre centre ici agroécologique. Et diapositive suivante. Ici, maintenant, je vais vous parler donc de cette usine biochar. Avec cette petite usine, nous pouvons comprendre et donner un potentiel en améliorant le sol, étant donné qu'on améliore les sols. Ça peut permettre d'endiguer le changement climatique, étant donné que le biochar permet de séquestrer le CO2. Par ailleurs, les matières premières utilisées dans cette usine sont le cacao et le café. Donc, on contribue également à l'économie circulaire. Bien que cette usine soit petite, je pense que Norandino peut faire des projets encore plus ambitieux pour répondre aux besoins de tous nos membres. Et voici une petite vidéo ici. Ici, c'est notre usine. Vous voyez notre machine. So in the top of the machine, you can put all the coffee and rice. Ici, vous pouvez mettre les grains de café. In the final, you can get the biochar. Et vous obtenez ce qu'on appelle le biochar. Finally, to address one of the major Et enfin, problems of water accessibility, il y a le problème de l'accès à l'eau. we have implemented 5 demonstration Ainsi, nous avons mis en place, comme vous pouvez voir, cette tuyauterie grâce à un système d'irrigation qui se base sur l'énergie solaire. Donc, on a mis en place ces pompes qui reçoivent de l'énergie grâce aux panneaux photovoltaïques et on aimerait répandre ce genre de pompes d'activité, surtout pour nos producteurs de cacao qui sont les plus touchés par ce manque d'accès à l'eau. Yeah, so here you can have some picture also too from our Ici, voilà quelques photos. but this technology or efficient technology with this solar powered, it's Donc, most vous pouvez voir ces pompes qui sont alimentées par l'énergie solaire et vous pouvez les voir ici dans une culture de cacao. So with that, small farmers can irrigate, have better irrigation of the farm Ainsi, les producteurs peuvent mieux irriguer leurs terres et utiliser de manière plus efficace l'eau. Voilà toutes les activités de Norandino. Si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir y répondre.
Merci beaucoup, Claudia. C'est impressionnant de voir ce que Norandino fait à travers différentes activités. Et en plus, vous le faites déjà depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup pour cette présentation. Et n'hésitez pas à poser des questions, qu'elles soient en français, en anglais, en allemand, en espagnol. Maintenant, nous allons commencer notre discussion et j'ai hâte de poser les questions à nos participants. James, je vais peut-être t'adresser la première question. Alors, il y avait une question. Est-ce que Oikocredit donne des investissements, des possibilités d'investissement dans les énergies renouvelables seulement ou également dans d'autres? Et peut-être que vous pourrez nous parler de certains projets dans lesquels vous êtes impliqués. Alors, pour autant que je sache, on n'offre pas l'opportunité d'investir directement dans des projets ou dans simplement des projets d'énergie renouvelable. C'est, on va dire, un investissement coopératif dans tous les projets et ce serait intéressant un peu peut-être de voir comment ça se passe, mais je n'ai pas de réponse exacte. Deuxième question, où pouvons-nous trouver plus d'informations sur nos projets? Oui, peut-être que quelqu'un peut peut envoyer le lien. Je sais que vous pouvez retrouver des informations dans notre rapport annuel, dans notre rapport impact, mais également en ligne sur notre site web. Il y a un globe interactif avec les différents types d'investissements que nous avons. Vous pouvez cliquer dessus et obtenir plus d'informations sur les projets dans lesquels nous participons, quels investissements ont été faits. Ça pourrait être intéressant si vous pouviez envoyer ce lien via le chat. Et autre question, Oikocredit investit combien dans Burn, si vous pouvez nous le dire? Ça, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a une confidentialité à respecter. Chris, je te regarde pour voir, mais bon, je vais poliment décliner de répondre. Oui, peut-être que vous, Chris, vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur l'impact de Burn, l'impact au niveau environnemental. Peut-être vous pouvez nous donner un peu de chiffres. Oui, j'en ai un peu parlé pendant ma présentation, mais pour que ce soit un peu plus concret, plus précis, la majorité des familles en Afrique cuisinent sur des feux de bois. Donc, ces familles vont chercher des bois et allument un feu et mettent une casserole sur ce feu de bois, en fait. Donc, Burn a un réel impact pour ces familles-là, étant donné qu'elles passent à des produits efficaces, euh, modernes, ça réduit les émissions. Je pense entre 60 et 100% en fonction de la cuisinière. Ça réduit drastiquement donc ces émissions de CO2. Vous n'avez plus besoin d'utiliser de bois ou de charbon pour cuisiner. Ouais, donc ça, ce sont, on va dire, les avantages tangibles. Mais en plus de ça, ça apporte d'autres avantages aux familles. Par exemple, elles ne doivent plus récolter du bois, donc elles gagnent beaucoup de temps. En plus, si ces familles devaient acheter l'essence, maintenant elles ne doivent plus le faire. Ah, je vous interromps. Quelqu'un d'autre a posé une question. Savez-vous combien coûte une cuisinière en bois et une cuisinière électrique? Quels sont les avantages d'acheter l'une de vos cuisinières? Alors, au Kenya, celle en bois coûte environ 3 dollars américains, donc pour le consommateur. Celle électrique, on est encore en train de lancer ce modèle. On est en train de le distribuer. Je dirais que c'est entre 50 et 100 dollars américains.
Et le point important ici, c'est que ce sont des prix qui sont fortement réduits de 50 à 90%. À la production, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher, mais des subventions sont données via les crédits carbone, le financement carbone, ce qui nous a permis, comme je vous l'ai dit, donc de réduire drastiquement le prix de ces cuisinières. Et peut-être pour rebondir, sachez que pour les cuisinières électriques, on essaie de tout mettre en œuvre pour les vendre les moins chers possible. Oui, voilà, on expérimente différents modèles de financement pour essayer de les vendre encore moins cher. Très bien, merci beaucoup. On reviendra vers vous un peu plus tard. Maintenant, je vais me tourner vers nos collègues du Pérou. Claudia, tu as parlé d'une recherche que Norandina a fait sur le changement climatique. Du moins, j'en ai entendu parler. Quelle a été l'information la plus surprenante que vous ayez obtenue? Alors, nous avons différents problèmes sur le terrain. Maintenant, on essaye d'accroître la production, surtout la production de café. Donc, on essaie de essayer différents cafés qui pourraient permettre d'avoir des cafés plus résistants aux nuisibles et aux maladies. Et nous essayons également de savoir comment créer un produit bio qui permettrait d'être un engrais, mais sur toutes les cultures, pas simplement sur le café, mais également pour le cacao. Et notre étude se concentre sur la résistance vraiment des cultures aux nuisibles et aux maladies. Quels sont les plus grands défis que rencontrent les exploitants agricoles d'après vous et quelles solutions Norandino apporte? Norandino essaie toujours de trouver des opportunités de financement, étant donné que ces petits exploitants sont les groupes les plus touchés par le changement climatique. Donc, nous avons besoin d'améliorer et d'accroître la productivité de ces petits exploitants, mais également d'apporter d'autres projets sociaux et environnementaux. Donc, on essaie d'offrir différentes opportunités, différentes activités qui permettraient à ces personnes de gagner de l'argent différemment à travers le café, le cacao, mais également à travers cette coopération internationale. Donc, on essaye vraiment d'avoir cet impact social via, on va dire, ces produits, la commercialisation de ces produits. Ah oui, je souhaitais ajouter quelque chose concernant Norandino et le travail sur les terrains. L'un des risques en ce qui concerne l'agriculture au Pérou, lié à la pauvreté des sols, lié aux mauvaises cultures, et bien ça pousse les petits exploitants à aller dans d'autres zones. Et donc, c'est également synonyme de déforestation. D'après moi, ça, c'est vraiment la clé de ce que fait Norandino ou les coopératives qui proposent les mêmes projets, c'est d'essayer d'empêcher la déforestation. Très bien, merci beaucoup. Je sais qu'il n'y a pas que Norandino dans votre région, je sais qu'il y a d'autres partenaires. Quel partenaire Oikocredit a qui propose des projets d'adaptation climatique? Pouvez-vous nommer des projets qui peuvent répondre aux besoins des exploitants agricoles? There are experience with, for example, cooperative Oui, in the bien north, sûr. On a des exemples dans le Nord avec Soli Café, Fronteras Enacio. Donc voilà, plusieurs coopératives qui travaillent dans des projets de reboisement. Le problème, c'est la taille de la coopérative et le budget alloué à ces activités. Donc, il y a des limites.
Nous essayons continuellement de trouver la meilleure manière de financer ce type de projet. Il y a plusieurs exemples au Pérou, mais aussi en Colombie et en Équateur. Mais à nouveau, l'obstacle principal, c'est le financement, le budget. Alors, peut-être, Chris, que vous pourriez répondre à des questions qui sont très nombreuses à propos de votre projet. Est-ce qu'il y a un marché pour les fours solaires ou est-ce qu'ils ne peuvent pas être utilisés en intérieur? Alors, la technologie de cuisine en termes solaires existe. Donc nous, on s'est concentré sur la conception de modèles vraiment les plus efficaces, les plus simples d'utilisation. Et on trouvait juste que la technologie solaire pourrait être utile, mais elle n'était pas aussi simple d'utilisation ou ne pouvait pas être utilisée par le plus grand nombre. Donc, nous, on voulait vraiment se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut produire qui va avoir le plus gros impact en termes de volume, et la meilleure solution. Voilà pourquoi on s'est tourné vers les fours à bois, puis maintenant les fours électriques. Puis il y a aussi une question qui dit qu'il y a eu beaucoup d'investissements au Kenya et dans d'autres parties de l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'investissements. Qu'est-ce qui rend votre projet unique? Je dirais que c'est le fait que nous avons centré la plus grosse partie de notre chaîne de valeur dans l'utilisation de ce produit. Donc, il y a aussi des entreprises qui ont peut-être leur bureau de recherche et développement aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs dans le monde, et qui ensuite ont leur site en Afrique. Nous, on a fait le choix d'avoir tout en Afrique. Peut-être que pour certains, ce n'est pas un point attrayant, mais pour nous, ce n'était pas le cas. Nous, on a vu ça comme une solution gagnant-gagnante. On pouvait produire des produits de qualité, plus accessibles, qui répondent aux besoins de la situation locale et qui peuvent nous permettre de nous adapter rapidement. Et donc, on a fait le bon choix. On s'en rend compte maintenant et c'est ça qui rend notre produit et nos produits uniques. Alors, Norandino a une grande diversité de projets. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus sur la façon dont Norandino aide ses membres à diversifier leurs méthodes agricoles, notamment en termes de culture, de récolte alimentaire aussi? Donc, quelles sont, peut-être une réponse un peu concrète, comment pouvez-vous les aider? Eh bien, on se concentre sur différents projets de bio-jardins familiaux et puis il y a aussi d'autres activités économiques. Il y a par exemple certains agriculteurs qui ont une activité, mais qui n'ont pas l'opportunité d'investir dans du matériel. Donc, Norandino les aide en termes techniques afin qu'ils puissent développer leur ferme piscicole. Il y a aussi les champignons. Donc, on est en train de réfléchir à d'autres opportunités pour pouvoir aider ces agriculteurs à diversifier leurs sources de revenus. Donc, notre point principal, c'est vraiment de les aider à diversifier leurs activités, à la fois pour avoir des produits alimentaires sains, mais aussi pour leur permettre de développer leurs sources, diversifier leurs sources de revenus. Merci. Ces activités sont probablement aussi onéreuses. Donc, il y a Oikocredit à la rescousse et d'autres partenaires, mais peut-être que Aldo ou Claudia pourraient nous en dire plus sur comment ça fonctionne pour Norandino. Est-ce qu'il y a aussi des investisseurs privés ou est-ce qu'il y a des aides de la part du gouvernement? With clients
principal Alors cocoa nous, ce sont principalement nos clients de cacao, de sucre de canne et de café qui participent à ces financements. Donc, les clients à la fois achètent nos produits, mais ça permet aussi de développer des projets sociaux et environnementaux parce qu'ils veulent non seulement avoir une bonne qualité de produit, mais aussi améliorer les conditions de travail des agricultures qui leur fournit le produit principal. Donc, on a ce financement de la part de nos clients et il y a aussi des financements de banques ou de coopérations internationales telles que Oiko Crédit et d'autres organisations. Très bien, merci beaucoup. Aldo, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose ou pas? Alors, je crois que on a eu une bonne réponse. Oui, très bien. Parfait. Alors, il y a eu une question pour vous. Est-ce que Norandino ne travaille que dans votre région? Est-ce qu'il travaille aussi dans d'autres régions du Pérou? Et deuxième chose, est-ce que l'on peut acheter le café de Norandino en Europe? Et dans ce cas-ci, est-ce que vous pourriez nous parler de marque ou nous dire où on peut acheter votre café? Non, alors, Norandino travaille et est implanté dans 7 régions du Pérou. Donc, il y a plus de 6000 agriculteurs qui se trouvent dans ces 7 régions péruviennes. Ils se trouvent dans les régions montagneuses, côtières et de la forêt amazonienne. Donc voilà, ils sont dans des conditions très différentes. Et oui, notre client principal pour ce qui est du cacao et du café, c'est l'Europe, dont vous pouvez acheter nos produits. On a aussi cette certification de zéro déforestation pour nos produits de café et de cacao. Donc, on a beaucoup de clients européens. Très bien, merci beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore posé de questions, n'hésitez pas à le faire et à les envoyer dans la boîte questions et réponses en français, en espagnol ou en allemand, ou en anglais d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai des questions pour Aldo et James. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos plans stratégiques concernant les plans d'investissement pour l'avenir? Quel type de projet souhaitez-vous financer? Quel type de projet souhaitez-vous aider? Et comment continuer cette ambition d'atténuation et de lutte contre le changement climatique? C'est une question très longue. Aldo, peut-être en premier? Oui, c'est une question très intéressante. S'assurer l'adaptation au changement climatique est l'un de nos chevaux de bataille principaux. Il y a plusieurs années, on avait déjà commencé à trouver la meilleure solution parce qu'on avait pensé sur le long terme et on devait inclure une période de grâce. On doit s'assurer aussi que l'on progresse et que l'on partage les risques sur le long terme. On a essayé d'augmenter les financements pour les coopératives et qui sont actifs dans ce domaine, tout en essayant de diversifier notre industrie. Et on fait la même chose dans d'autres régions et dans d'autres régions du Pérou notamment. Au Pérou, il existe différents climats. On a des côtes, on a des montagnes, on a vraiment une différence entre le nord, le centre et le sud du pays. De manière générale, on essaye d'offrir un financement. On cherche ces coopératives qui travaillent dans la lutte contre les changements climatiques. On essaye de créer des alliances avec d'autres organisations, institutions, afin de gérer ces risques. Et évidemment, on peut offrir un renforcement des capacités, ça c'est clé.
Merci beaucoup. Et quid du secteur des énergies renouvelables dans son ensemble, James? Alors effectivement, on a plusieurs plans stratégiques ambitieux. On veut doubler notre portefeuille dans les 2, 3 années à venir. On a un mandat pour ça. On a aussi une nouvelle stratégie qui a été approuvée l'an dernier. Et elle se concentre vraiment sur les secteurs clés dont je vous ai parlé précédemment. Donc, on veut continuer à travailler dans le secteur de la cuisine propre et on veut travailler avec d'autres acteurs aussi. Donc, ça, ce sera une petite partie de notre portefeuille, mais on veut vraiment avoir une relation proche avec les acteurs principaux dans le marché afin de réduire la déforestation et de se détourner des dérivés des carburants fossiles. On veut continuer aussi avec les énergies solaires notamment, car en ce faisant, on peut soutenir les PME. On leur offre une énergie qui est propre, fiable. Donc cela permet de soutenir les entreprises, de créer des emplois et d'avoir un réseau électrique fort. Et c'est aussi une question de développement rural. Donc, il ne s'agit pas que d'aider et de se limiter à tout cela. Il s'agit vraiment de créer des infrastructures. On peut ensuite créer des solutions d'énergie propre, d'eau propre, de traitement des eaux, de participer aussi à la chaîne de valeur agricole dans les petits villages. On veut vraiment se concentrer là-dessus et travailler davantage dans ces domaines. Évidemment, promouvoir les activités qui génèrent des revenus pour ensuite pouvoir se tourner vers des outils performants. Et voilà, ce sera ce qui nous occupera à l'avenir. Donc, on le voit, une forte ambition pour les prochaines années. Alors, James, est-ce que vous pensez que ces activités de lutte contre le changement climatique devraient être une priorité ou est-ce qu'on devrait se, entre guillemets, limiter à l'atténuation? Non, évidemment, c'est essentiel, mais je pense que trop souvent, on oublie la partie humaine et la partie transition juste. Donc, il faut aussi être conscient des conséquences sociales de ce changement climatique et ne peut-être pas se contenter des manières de faire peut-être un peu datées maintenant. Donc, il faut vraiment essayer de s'adapter à la situation spécifique. Donc voilà, s'attaquer au changement climatique, mais aussi assurer une transition juste. Merci. Et bien, effectivement, je trouve que c'est essentiel de parler de la transition juste. Et d'ailleurs, quelqu'un a demandé ce qu'il en était des échanges entre Oikocredit et d'autres partenaires, par exemple. Est-ce qu'il y a un échange de bonnes pratiques? Est-ce que ça peut faire partie d'une transition juste? Est-ce que c'est déjà le cas à Oikocredit? Yeah, not to my James, knowledge. peut peut-être répondre? Alors, pas que je sache. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la gestion des crises, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas. On fait notre due diligence comme il faut et on rentre vraiment dans les détails. Mais pour ce qui est du transfert de connaissances, je pense que c'est une très bonne idée. Peut-être qu'on pourrait effectivement faire un échange. Vraiment une très bonne idée. Eh ben, super. Nous aussi, on apprend de nouvelles choses, on a de nouvelles idées, donc très bonne chose. Ensuite, question un peu plus technique. Dans votre présentation, et Claudia aussi l'a mentionné, vous avez dit que vous travaillez avec ce système de crédit carbone. Donc, comment cela fonctionne et qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la situation par rapport
à la situation de référence, est-ce qu'il y a des limites en termes d'achat de crédit carbone? Donc voilà, des questions vraiment sur cela. Ok, alors je vais essayer de répondre sans trop rentrer dans les détails, mais en fait, on a des projets carbone qui sont certifiés par le Gold Standard ou l'un des mécanismes des Nations Unies. Évidemment, il y a des méthodologies très spécifiques qui leur est inhérentes et qui sont spécifiques en termes de mesures, de calcul, de suivi aussi des activités que l'on organise, et cela pour les crédits carbone. Évidemment, il y a aussi des audits indépendants qui nous permettent de vérifier que l'on répond aux critères. Alors, comment est-ce que l'on mesure tout ça? Eh bien, pour nous, avant la mise en œuvre d'un projet, on va sur place, on mesure on a été par exemple au Nigeria, donc vraiment on mesure littéralement sur plusieurs jours ce qui est utilisé, puis ensuite on fait la même chose après qu'ils aient reçu une cuisinière Stove. Et après cela, on peut le faire à distance avec les outils. Pour ce qui est d'additionnalité, j'ai mentionné l'article qui a été publié l'an dernier. Et ce que l'on a vu, c'est que malgré tous ces avantages pour l'environnement et pour les familles, nous n'avons pas la capacité de payer pour ces produits si on les vendait à taux plein sans financement. Donc, il y a eu au Kenya une étude concernant l'accès sur le marché, donc de masse. On peut vendre à 12 $. Ça, c'est avec les subventions, etc. Et sans ça, on serait à 40 $. Donc, on voit vraiment une très grosse différence. Donc, ça, c'est important pour que l'on puisse avoir l'impact que l'on vise et pour permettre que la majorité des gens aient accès à nos cuisinières. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai deux autres questions pour Claudia et ensuite, on fera un petit résumé. Claudia, vous nous avez parlé des problèmes qui existent en termes de justice climatique. Est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences pour votre production, donc sur café, cacao, etc., et comment lutter contre ce changement climatique? Alors, ces questions climatiques ont empiré au fur et à mesure des années. Par exemple, cette année, on a eu vraiment des conséquences très lourdes parce que la saison des pluies a duré. Et donc, on n'a pas l'opportunité maintenant d'avoir une aussi bonne production de café que par le passé. Donc, on doit résoudre ces problèmes. Et ça ne se limite pas qu'au café. Pour le cacao aussi, on a ces produits chimiques qui se trouvent dans le sol des plantations de cacao. Donc, on est en train d'essayer de réduire la présence de ce produit dans les sols, car dans les pays européens, on a une limite de concentration de ces produits, alors que nous, au Pérou, ce chiffre correspond à la teneur de ce produit à l'état sauvage, en fait. Donc, on s'attaque à la fois au changement climatique, mais on essaye aussi de trouver des solutions de commercialisation
notamment pour l'Europe, parce que leurs normes sont plus restrictives. Donc, on essaye vraiment d'augmenter la production tout en utilisant des engrais, des produits biologiques, en mettant en place des projets environnementaux, pas uniquement de reforestation, mais aussi en intégrant des systèmes d'agroforesterie sur les terres agricoles. On essaie voilà, vraiment de mettre en place toutes ces pratiques biologiques pour renforcer notre résilience pour les agriculteurs. Waouh, ça nous donne de l'espoir. Dernière question. Est-ce que Norandino fait la promotion également de l'agriculture organique, biologique? Oui, tous nos produits ont une certification bio. Nous avons également la certification commerce équitable et on a également obtenu une autre certification récemment, il y a 20 ans. Ça fait 20 ans plutôt que on a cette pratique entièrement biologique. Très bien, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, on arrive vers la fin, mais j'aime bien à la fin donner une dernière opportunité aux présentateurs, aux orateurs de s'exprimer une dernière fois. Je pense que le public a pu apprendre plein de choses, mais si le public devait retenir une seule chose, qu'est-ce que ça aurait été? On va peut-être garder le même ordre. James, puis Chris, puis Aldo, puis Claudia. De quoi devrait-on se souvenir aujourd'hui? Alors, on a un objectif ambitieux. On essaye d'atteindre nos objectifs différemment. Accès énergétique, que ce soit l'électricité, fournir une éducation aux enfants, également développement rural. On essaye de soutenir les valeurs de chaînes agricoles, les chaînes de valeur agricole plutôt. Ensuite, CNI, à travers ça, on essaie de soutenir les entreprises pour réduire leurs émissions de CO2. Puis, on essaie également d'aider les organisations qui souhaitent vraiment réduire l'impact de la déforestation ainsi que la pollution de l'air. Voilà, ça sera pour moi. Très bien, merci beaucoup. Chris, dernière chose à dire. Si on doit se souvenir de Burn et de ce que fait Burn, je ne sais pas si je peux dire une seule chose, un seul mot, mais je vais essayer d'être bref. Eh bien, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on fait, c'est un défi considérable et c'est un problème que l'on occulte, qu'on néglige. Il n'y a pas assez de financement. On n'obtient que 5 à 10% des financements nécessaires pour qu'il y ait une transition à 100% d'ici à la fin de cette décennie. C'est un problème environnemental, mais lorsqu'on apporte une solution comme Burn le fait, on apporte une solution immédiate qui crée un impact direct auprès des communautés qui sont les plus touchées par le changement climatique. Ces communautés deviennent plus résilientes et peuvent plus facilement faire face au changement climatique. Donc, oui, ce serait bien d'avoir un plus grand soutien d'autres investisseurs et de OICO. Aldo, le changement climatique est là. Il crée des problèmes de partout. Ici, on a le phénomène de El Niño également qui nous touche et il y a les pluies tropicales qui nous touchent fortement.
Ce problème a poverty stay in our region. un fort impact financier, il touche fortement les communautés. Hopes to support for example, the Norandino works in this climate change. It's very interesting to Et le projet Norandino est vraiment très intéressant. especially for this department. Also, this is for me this is the key Pour moi, for fight the climatic change. c'est vraiment la clé pour lutter contre le changement climatique. Le changement climatique est réel. Gardons cette phrase à l'esprit. Claudia, je pense que financer les opportunités est essentiel. Essentiel pour ce genre de projet. Il y a beaucoup d'autres organisations, d'autres projets qui font de belles choses comme Burn et d'autres projets. Donc, je pense que ce serait bien d'accroître ces financements pour accroître notre impact sur cette planète que l'on partage et essayer d'acheter ces produits, mais également d'aider ces petits exploitants agricoles. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes. Merci d'avoir été ici. Merci pour vos présentations. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Un grand applaudissement pour vous. Le public le demande également. Merci énormément. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Alors, nous avons parlé de plein de choses, de ce que faisait Oikocredit. On a parlé de changement climatique, d'énergie renouvelable. On est allé au Kenya, on est passé par le Pérou. Comme je vous l'ai dit, on est allé au Kenya voir ce que Burn fait. On est allé ensuite au Pérou voir ce qui se passait là-bas. Et Norandino nous a montré comment avoir un projet diversifié. Je pense que notre discussion a été vraiment très productive. Nous avons hâte d'entendre vos feedbacks. N'hésitez pas sinon à cliquer sur le lien qui sera également publié dans le chat et on a hâte d'entendre votre feedback pour nous améliorer pour d'autres événements. Et oui, il y aura d'autres événements. Le prochain probablement au mois de novembre. Nous vous enverrons plus d'informations. Et si vous souhaitez apprendre d'autres choses sur Oikocredit,